chez Tatou Senti. Le parfum? Vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum, on ne parle que de ça. Et on sent tout. On sent les matières premières, les parfums, avec les parfumeurs créateurs. Sans oublier les hommes derrière ces créations. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti. Poursuivons maintenant notre conversation avec Roger Schmitt. Quelles sont les autres personnes et les autres grands patrons qui t'ont marqué? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens, hein, mais je pense à cause de ce qui m'arrive là maintenant, je parle de quelqu'un que je n'ai pas connu, Oui. et c'est Anita Roddick, Oui. que je suis en train de découvrir maintenant depuis donc l'achat du Body Shop, et qui devait être vraiment un personnage incroyable. Tout à fait, oui. Donc j'ai connu son mari, sa fille, mais je vois maintenant, quand je me balade dans le monde, ces personnes qui ont travaillé avec elle. Donc à l'époque, cette jeune femme qui, à partir de rien, elle avait travaillé un peu à Genève, à l'ONU, et donc c'est là où elle avait connu, si tu veux, des communautés en Afrique, des choses comme ça. Et puis, son mari, Gordon, donc ils étaient mariés depuis peu de temps, Oui. il avait ce rêve d'aller à cheval d'Argentine jusqu'au Canada. D'accord. Et donc, il est parti avec ce rêve, il est parti là-bas. Et elle se retrouvait un peu toute seule, elle ne savait pas très donc bien il est quoi parti faire. tout seul, sans elle. Sans elle. D'accord. Parce qu'il voulait, voilà, il avait ce rêve. Et elle a commencé à Brighton, cette petite boutique, Oui. où elle a utilisé le vert, parce que c'était la couleur la moins chère en Angleterre. Et puis au niveau de packaging, comme elle n'avait pas grand-chose, elle disait aux gens, amenez-moi vos bouteilles, je vais les remplir, tout ça. Et elle a commencé à travailler avec ses communautés au Ghana, dans des endroits pareils. Et le tea tree oil au Kenya, des choses comme ça. Et puis, lui, il est parti, puis son cheval est mort en Bolivie. Donc, après 2 mois, il est revenu. D'accord. Et il a commencé à aider sa femme parce qu'il a vu que cette idée marchait très bien, quoi, voilà. Donc, Mais il a rejoint l'affaire. Ils ont fait plein de choses qui sont totalement actuelles maintenant, tu vois. Ils étaient très avant-gardistes et innovants, c'est clair. Et donc, je suis fasciné par ce personnage. Elle a écrit plusieurs livres et tout ça. Et puis, surtout, quand je rencontre, tu vois, en Indonésie, par exemple... Oui, les témoignages qu'on te fait d'elle. Voilà. Donc, je suis absolument fasciné par Anita Roddick en ce moment. Mais dans la parfumerie, à part Jean Amick, il y en a un autre ou pas vraiment? Non, mais si tu veux, par exemple, tu vas chez Firmenich, toute la famille Firmenich, c'est quand même aussi assez extraordinaire. Extraordinaire dans quel sens? Mais dans le sens que c'est la 5e génération, je crois, tu vois, et qu'ils ont réussi à donner une stabilité à cette société. Tu vois, d'ailleurs, un petit peu toutes les boîtes familiales, quoi. Tu vois, chez Robertet ou chez Mann. Robertet, chez Mann aussi, assez fantastique. Donc, mais si tu veux, c'est une industrie quand même que, surtout maintenant, je vois ça avec une certaine distance, ce n'est plus des concurrents, depuis très longtemps, ce n'est plus des concurrents, au contraire, où tu as beaucoup de gens sympathiques et passionnés. Tout à fait. Donc, voilà, donc c'est quand même une industrie sympathique, moi, je trouve. Oui, il y a effectivement pire. Voilà. Parmi les parfumeurs, quels sont les premiers que tu as rencontrés et qui t'ont... Bon, j'en ai rencontré beaucoup, hein, donc c'est un peu... Mais est-ce qu'il y en a qui sortent de l'eau par... C'est difficile de faire des choix, tu vois, parce que... tu vois, de Édouard Fléchier, Jean Guichard, Maurice Roussel, de toute cette génération-là. Oui. Donc ça, c'est plutôt ma génération. Et puis, même maintenant, justement, des plus jeunes, comme ceux qui ont fait collage, quoi.
Alors justement, entre je trouve que, si tu veux, une chose qui est très évidente dans la parfumerie pour moi, et je ne parle pas que de la parfumerie alcoolique, hein, je parle de toute la parfumerie, c'est un petit peu, tu vois, en anglais on dit « you are as good as your client ». Hein. Donc c'est cette idée que il faut aussi, et c'est un peu la même chose aussi dans la mode ou des choses comme ça, il faut que le créateur puisse trouver la personne avec laquelle tu peux vraiment dialoguer et créer quelque chose. Voilà. Oui, le bon interlocuteur et qui ait une entente. Il faut toujours quelque part les deux. Oui. Et c'est là où les belles choses se font quand tu as un petit peu ce tandem. Mm-hmm. Il est indispensable, on ne fait pas les choses tout seul. Oui, mais souvent tu as des briefs qui sont très... généraux. Et et puis après, tu as une recherche de marché, etc. Puis forcément, après, on est surpris que... Voilà. Oui. Il faut que le créateur ait ses idées et sache ce qu'ils veulent pour qu'ensuite le parfumeur soit... Oui, alors, il faut aussi qu'il soit bon, mais il y a par moment qui influence plus l'autre et vice-versa. C'est un dialogue. C'est un dialogue entre les deux. Et voilà. Et une bonne compréhension. Partons un instant faire un voyage au cœur de la matière. Donc, je t'ai demandé de m'apporter un ingrédient que tu aimes tout particulièrement. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter? Comment tu l'as découvert et pourquoi tu y es attaché? Alors, j'ai eu plusieurs ingrédients dans ma vie, mais en ce moment, c'est le patchouli. D'accord. Alors, c'est le patchouli et... Alors, j'ai découvert moi, le patchouli en Indonésie, à Bornéo. Mm-hmm. J'avais eu un projet un petit peu lié au oud, des choses comme ça. Et j'ai découvert le patchouli là. Et puis, j'ai un jardin donc, dans le New Jersey. Et évidemment, on n'a pas du patchouli toute l'année, beaucoup trop froid. Mais depuis quelques années, vers le mois de juin, on trouve chez les fleuristes, on peut acheter du patchouli. D'accord. Et donc, j'arrive à le faire pousser, ça dépend un peu de l'été, peut-être jusqu'à comme ça 50 cm, tu vois, jusqu'à fin septembre. Et donc après, quand je me balade dans le jardin, tu as des odeurs. Je le touche comme ça. Alors c'est vrai, le patchouli, il faut le frotter, il faut qu'il sèche. C'est la feuille qui... Oui, voilà. Mais c'est vraiment assez extraordinaire. Et puis, de nouveau, le contexte un petit peu Body Shop. Honnêtement, moi, je n'avais pas touché aux produits de Body Shop depuis très longtemps. Et donc, après l'achat, et ils ont cette fameuse crème de main hemp, qui à l'époque, c'était presque... c'est vraiment l'époque hippie, comme ça, qui pour moi a une odeur de patchouli vraiment extraordinaire. Et ma femme adore cette crème. Alors, chaque fois qu'elle la met, tu vois, j'entre et je sens dans la maison tout cette odeur. Et dernièrement, je travaillais une espèce de masterclass, un truc comme ça. Et, tu veux parler avec tes cours avec FIT? Oui, et voilà. Et j'ai lu quelque part qu'en France, pendant la 1830, par là, la période empire, donc il y avait cette mode d'habits blancs, tu vois, comme ça, basés sur Rome et la Grèce. Et alors, pour, disons, équilibrer un petit peu tout ce blanc qui était quand même un petit peu ennuyeux. Strict. Voilà. Les jolies femmes de l'époque mettaient des espèces de châles qui venaient déjà des Indes, de Cachemire, comme ça. Et dans le transport, pour éviter que des petits insectes bouffent tout, on mettait ils mettaient du patchouli. Oui. Et donc, tout d'un coup, dans mon imagination, tu vois, imaginez ces châles en cachemire qui devaient sentir le patchouli. Je dis, mais mon Dieu, ça devait être extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce que tu aimes dans cette odeur? Je ne sais pas. C'est ce côté un peu terreux, comme ça. Je pense que c'est ça qui que j'aime, tu vois. Et il y a un parfum dans lequel tu l'aimes plus particulièrement ou... Non. En ce moment, je dirais c'est la crème hemp, la crème pour les mains hemp, tu vois. D'accord, mais bon, j'ai porté dans ma vie du Givenchy, de tout ça, Gentleman, tu vois, des trucs... Non, mais tu pourrais après... Il y en a plusieurs que
que j'aime. Mais comme je porte des différents parfums tous les jours à cause de Mais là, c'est la mon matière et métier. le lien avec Voilà, le c'est jardin. plus, voilà, c'est le C'est métier, le- c'est le jardin et tout ça. Ouais, ouais. Mais alors, pour le faire Moi, j'adore pousser, le jardin, tu, le tu jardinage. lui fais comme un Non, micro... non, parce que chez nous, l'été, au Oui, fait, donc, l'hiver, il fait moins 20, moins maintenant, mais l'été, c'est tropical. Hein. d'accord. Donc là, l'été, on a les mêmes conditions qu'en Indonésie. Mais l'hiver, tu dois Non, faire non, le non, non, non. bichonner et Ah tu non, dois non, le... non, tu le replantes. Tous les ans, tu le d'accord. replantes. D'accord. Non, non, il d'accord. meurt. Non, non, il n'y a rien à faire. Non, non. Tu le sauves pas. Hein. Non, mais parce que moi, j'avais une grand-mère qui a eu un très joli jardin dans la Sarthe. Et elle aussi, elle faisait pousser des trucs extraordinaires parce qu'elle faisait des chambres. Et donc, ça créait des microclimats et ça protégeait. Et donc, elle a fait Ouais, ouais. pousser du bambou. Elle a eu, alors en toute petite quantité, du coton, des pommes de terre, des choses comme ça. Ouais, Mais ouais. par ce système de haies, elle... Ouais, ouais. Non, nous, on ramène certaines choses à la cave et tout, mais voilà. Peut-être que le jour où je vais à la retraite, pour l'instant. Alors, poursuivons avec la note création et créativité. Donc, au cours de ta longue carrière, quels ont été les projets dont tu es le plus fier? C'est vraiment difficile à dire. Hein. Moi j'ai un projet qui n'a pas marché. Oui. Et qui est celui qui m'a touché peut-être le plus. C'était un parfum avec Helmut Lang, qui était en partie refait, je crois, dernièrement. Mais, Oui, tout à fait. voilà. Qu'ils ont relancé. Et c'est quelqu'un avec lequel je me suis beaucoup attaché. Helmut, on est toujours amis. Et donc, je l'ai connu vraiment tout à fait au début de sa carrière. Il était encore à Vienne, oui. Voilà, donc avant qu'il vienne à New York et tout ça. Et je crois que même avant, parce qu'il avait fait donc un accord avec Procter, hein, et c'était un petit peu tout ça, c'était très nouveau pour Procter aussi. Et il y avait à Florence, ils avaient fait une chose qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une espèce de partenariat, un espèce de tandem comme ça d'un couturier avec un autre artiste. Oui. Donc Lagerfeld, il avait fait de la photo, Jill Sander avait fait quelque chose avec un artiste japonais, je me souviens. Il y avait des espèces de pavillons comme ça autour de Florence ou dans Florence. Ah, c'était pas l'occasion de Fragrance Pity? Non, non, pas du tout. Non, c'était pas lié au parfum. Au parfum. C'était mode et un autre art. Voilà. Et Helmut, il avait travaillé avec Jenny Holzer, tu sais, qui écrit des mots, tout ça. Et il y avait cette phrase au milieu de ces mots je crois que c'était I love the perfume on your skin ou quelque chose comme ça, qu'ils avaient mis sur le Arno, sur le fleuve, au bord comme ça. C'était très très beau et tout. Et donc il m'avait contacté et m'avait dit Roger, il faudrait une odeur pour ça. Et donc dans ce pavillon, qui était un pavillon en bois, qu'ils avaient fait sur les terrasses là, qui donnent sur Florence, là, je ne me souviens plus comment on appelle le parc, là, il y avait simplement ces mots de Jenny Holzer, et qui marchait comme ça électroniquement. Et lui, il n'avait pas mis une robe de mode, rien, tu vois, un peu à la Helmut comme ça, c'est quelqu'un de spécial, tu vois. Et par contre, on avait mis l'odeur. Et on avait fait une odeur qui après a été un petit peu la base du parfum qu'on a fait après, un peu une note musquée comme ça. Et puis lui, il m'avait dit, j'aimerais une odeur que quand tu te réveilles le matin, c'est l'odeur de la personne qui vient de quitter le lit, qui était là à côté, donc un peu chaude comme ça, et un petit peu sexy et tout. Et à l'époque, on avait joué un peu avec un accord de sperme. Alors je lui avais dit, regarde, pour ton projet à Florence, on va mettre un petit peu... Alors là, il est devenu fou, évidemment. Il a adoré l'idée, et donc bon, on avait fait tout ça. Et grosso modo, c'était un très beau muscle. Et donc, je vais le jour avant pour rencontrer un peu les hôtesses qui étaient là-dedans. J'arrive avec toutes mes petites bouteilles et tout. Et on avait calculé à peu près, voilà, toutes les demi-heures, on va sprayer un petit peu ce pavillon et tout ça.
Et puis le lendemain, lui, naturellement, il n'est pas venu à Florence. Le lendemain matin, quand ça a ouvert, à 10 heures comme ça, tu y retournes. je vais avec mon épouse, on va les deux. Là, il y avait la file devant parce qu'il était déjà assez cool. On commençait à parler de ce gars. Et donc, on fait la file comme ça. Et on entre. Et typique des Italiens, le matin, avant le début de tout ça, ils avaient décidé de repeindre tous ces pavillons pour qu'ils soient impeccables. Oui. Et donc, on entre dans le pavillon et ça sentait la peinture. Bien sûr, oui, ça, elle avait couvert. Elle pouvait sprayer tout ce qu'elle voulait. Elle avait couvert l'odeur de... Et donc, je sors de là et je me dis, voilà, c'est vraiment foutu. Là, vraiment, quel désastre. Et puis, justement, comme je parle les langues, alors j'écoutais un petit peu les gens à gauche et à droite pour voir. Et il y avait, par exemple, ce couple... Et alors lui, il disait, tu as compris quelque chose, toi, de cette histoire? Moi, j'ai rien compris. Et elle disait, mais qu'est-ce que tu es bête, parce que cette odeur de peinture, mais quel génie, tu vois. Alors j'ai appelé Helmut et je lui ai dit, regarde, je pensais que c'était un désastre, mais au fait, ta réputation, maintenant, tu vas être encore plus cool, intellectuel. Voilà. Mais après, voilà, on a fait ce parfum qui était quand même un parfum vraiment très bon. Mais c'est vrai que Procter, c'était trop nouveau, encore plus, il ne savait pas encore, donc il n'a pas été distribué comme il fallait, etc. Tout ça. Oui, c'est vrai qu'il il était très beau. Il avait été fait par Maurice. Voilà, c'était Maurice qui l'avait fait, oui, exactement. Ouais. C'était un très beau muscle. Et tout le monde qui connaissait un peu le monde là, adorait ça, mais voilà. Pendant justement toute ta carrière, quelle est pour toi l'innovation la plus marquante? Regarde, la plus marquante pour moi, elle est au positif et au négatif, c'est le headspace. Oui. Donc le headspace, je pense que les gens de IFF, ils vont dire que c'est pas Givaudan qui était le premier. Moi, en tout cas, à l'époque, je travaillais chez Givaudan et ils étaient venus, Roman Kaiser, qui était le type, il était venu avec cette idée-là. Mais on l'avait appelé Headspace. Et je me souviens que ce parfumeur, Donald Stagg, on s'était baladé. Donc, moi, j'étais aux États-Unis, j'étais le directeur commercial de Givaudan à l'époque. On s'était baladé, on avait été chez Procter, chez Cincinnati, un petit peu partout, à gauche et à droite. Et on avait présenté un petit peu cette idée de Headspace. Et puis après, IFF, eux, ils l'ont vendu plus dans un contexte marketing en l'appelant Living Flowers. Oui. Et donc, c'était plus facile à comprendre et voilà. Mais ça, c'était avant que vous ne partiez sur les cimes. Oui, c'était tout à fait au début. Ça, c'était vraiment au départ. Et donc, je pense que le Headspace, tout ça, a apporté beaucoup, mais en même temps, en créant toutes ces bases maintenant, tu vois. Peut-être tu peux rappeler rapidement en quoi consiste ce Headspace. Oui, donc vraiment, au départ, ça venait de l'idée je crois que ça venait du système qu'on utilisait pour mesurer un petit peu la pollution des voitures, quoi. D'accord. Et donc, cette idée que tu pouvais quelque part aspirer ce Headspace, et puis mesurer si tu veux le mettre dans un petit filtre, et après tu pouvais rentrer au centre de recherche et tu pouvais recréer ces odeurs. Donc tout ça, depuis, c'est devenu beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus portable. Justement, tu peux aller partout dans le monde et prendre des odeurs et même plusieurs odeurs, sans couper la plante et sans l'abîmer. Couper la plante et refaire tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau créatif, ça a ouvert plein de portes au marketing et tout ça. Et des fois, je me dis, ça a créé trop de petites bases. Et donc, que maintenant, dans toutes ces sociétés, les parfumeurs ont accès à ces trucs-là. Et donc, au lieu de partir de zéro, tu pars un petit peu de ces bases-là. Donc, il y a le pro et le contre, à mon avis. Oui, d'un côté, ça a ouvert, et de l'autre côté, ça unifie un petit peu. C'est ça, ouais. Ça rend... Oui. Et puis le marketing, tout d'un coup, il disait non, alors amène-moi, tu vois, parce que tu peux raconter plein d'histoires avec ça. Oui. Voilà. Il y a eu le fameux pavot bleu de l'Himalaya dans Poème de Lancôme. Ça, c'était quelque chose. Plein de choses comme et d'autres. Ça n'a pas été le seul. Donc, en fait, aussi, tu as cofondé avec Fabrizio Ferri, le célèbre photographe italien, l'université de l'image à Milan. Est-ce que tu peux nous raconter comment sa genèse
et quelle idée, quel était l'objectif de l'école. Mais donc Fabrizio est un personnage assez unique parce que il y a toujours eu un photographe qui était très connu à un certain moment, et il est encore très connu, surtout en Italie. Mais c'est aussi un homme un peu de la Renaissance. Donc il a fait un livre de cuisine avec Sting, il a dessiné des meubles, il a écrit un opéra, vraiment un mec incroyable. Et donc il a eu cette idée de créer un programme de 2 ans autour des sens. Et donc le concept était, tu ne peux pas, si tu veux apprendre à être créatif, on ne peut pas donner des leçons vraiment de créativité. Par contre, nous avons tous nos sens, nous avons cette machine. Et donc, si on entraîne tous les sens, il y a peut-être plus de chances de capter quelque chose ou de l'interpréter d'une façon différente. Et il a commencé à réfléchir à tout ça, et il lui manquait l'olfaction. Et on avait une amie en commun, tout ça, qui lui a dit, mais il faut que tu parles à Roger. Moi, on se connaissait à peine, comme ça. Et quand il m'a présenté ce projet, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. À l'époque, j'étais le président de Dracoco. Et donc, je lui ai dit, regarde, on va participer, on va financer aussi en partie. Et ça a été une aventure vraiment extraordinaire pour moi. Pour 2 raisons. Une, à cause des étudiants qu'on a eu un petit peu du monde entier qui sont venus. Et l'autre, parce qu'en rencontrant des architectes, des cuisiniers, des gastronomes, des designers et tout ça, je me suis vraiment rendu compte que les challenges, si tu veux, qu'on a entre la créativité et après le business sont exactement les mêmes. Donc les problèmes que moi je connaissais qui étaient liés au monde de la cosmétique et de la parfumerie, les autres l'avaient les mêmes. Exactement la même chose pour un architecte. Voilà. Et donc ça m'a ouvert tout un monde. Et au fait, ma carrière plus récente, qui date d'il y a 14-15 ans, donc quand je suis sorti de cette industrie, elle a été très influencée par ça. Parce que du coup, je suis devenu plus une personne liée à l'innovation et pas forcément au parfum. Quoi. Non. Et puis tu vois les choses aussi de façon presque, on dirait, polysensorielle. Oui, et puis j'ai rencontré toutes ces personnes, donc toute une espèce de network. Tu vois, là, tu me parlais du livre, là, tu vois, voilà. Oui, ça ouvre l'esprit au lieu de se cantonner, s'enfermer dans le sens olfactif, d'aller voir ce qui se passe dans les autres métiers, donc les autres sens, quelque part. Ouais. Et comment est-ce que ça fait que ça a fermé? Bon, donc on l'a eu pendant 6 ans. Et puis donc moi, j'ai quitté donc, l'industrie de la parfumerie et j'ai décidé de vivre aux États-Unis. Donc je vivais déjà entre Paris et New York. Donc on a décidé de se baser là. Et Fabrizio a à peu près la même chose parce qu'à l'époque, son épouse était Alessandra Ferri. C'était la première ballerina du Théâtre alla Scala, mais aussi de l'American Ballet Theatre. Et ils avaient 2 petits-enfants, tout ça. Et donc ils ont décidé aussi d'aller vivre à New York. Donc une école qui était quand même petite, tu vois, bon, artisanale quand même quelque part. En Italie, si tu n'es pas là sur place, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc on avait l'idée, donc on a fermé, on avait l'intention d'ouvrir à New York. Et puis après, la vie, etc. Oui, c'est d'autres projets qui ont pris le cours. Peut-être un jour, on va le faire encore. Mais d'ailleurs, tu enseignes à FIT, qui est le Fashion Institute of Technology à New York. Oui, alors j'ai enseigné aussi en Italie encore. De temps en temps, voilà, je fais... pas régulièrement, hein, parce que je voyage trop, j'arrive pas même. Et tu interviens en faisant un cours général sur le parfum. Qu'est-ce que tu... Non, c'est plutôt sur le monde de la beauté et un petit peu aussi par des cas, voilà, ce qui s'est passé dans les années 80, 90, etc. Les grands mouvements, les nouvelles inventions, oui, quelque chose de sociologique. Oui, ça dépend un petit peu. C'est assez ouvert, tu vois, voilà. D'accord. Mais il faut comme je continue à faire, tu vois, en ce moment, je vais beaucoup au Moyen-Orient pour le Body Shop, tout ça. Donc, il y a des nouvelles choses qui montent dans la tête et puis je les transmets. Le fait de bouger, ça, je crois qu'il n'y a rien de mieux. On voit autre chose et puis le parfum est partout et il l'utilise différemment. Parce que en fait, quand on regarde, tous les pays ont leur histoire de parfum. Il n'y a pas que la France. La seule chose, c'est une autre façon, c'est une autre approche.
Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et alors justement, quelle est la ville pour toi ou le pays qui aurait le monopole, entre guillemets, du parfum aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une ville ou un pays qui a plus le vent en poupe et qui a des choses intéressantes à dire? Non, moi, comme je disais tout à l'heure, je vais pas mal au Moyen-Orient en ce Oui. moment, parce que le Body Shop est très fort là-bas. Et comme j'essaie de faire une espèce d'immersion un petit peu dans Oui. le monde du Body Shop pour mieux comprendre, et je connaissais à peine, moi je connaissais un peu Dubaï, et je suis absolument fasciné par l'amour qu'ils ont du parfum, Oui, la façon dont ils oui. mélangent plusieurs parfums sur eux-mêmes, etc. C'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Et puis, au niveau des ingrédients, quand tu étudies un petit peu la chose, tu te rends compte que, je ne sais pas moi, mais 80% des ingrédients, ils naissent, viennent ou en tout cas, ils sont passés, tu vois, dans la cette route partie du des monde. épices, de la soie, Ouais. etc. L'encens, Tu vois, oui, le safran, la oui. rose, le jasmin, tout est passé quelque part par là. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a une vitalité en ce moment. Parce que tu vois, ici, on simplifie ça en disant le oud, mais non, Non, c'est c'est beaucoup au-delà. plus que ça, tu vois. Parce qu'ils parfument même Et, leurs vêtements. oui, absolument. Et puis plusieurs fois par jour. Et Oui. puis il y a ce côté spirituel. Je pense qu'on retrouve un petit peu de plus en plus. On va le retrouver un petit peu partout. Voilà. Donc c'est quand même assez... en tout cas pour moi en ce moment, c'est l'endroit peut-être le plus intéressant. Tu vois. D'accord. Et alors justement, quel est ton regard aujourd'hui sur ce marché des marques de niche? Mais, si tu veux, le marque de niche, je sens un petit peu la réaction à cette espèce de Monotonie? oui, ou de commercialisation, tu vois, énorme qu'on a Simplification fait dans aussi. oui, dans les années 90, tout ça, ces milliers de parfums qu'on a lancés. Et donc, la niche était une espèce de réaction à tout ça. Tout à fait. Et il y a eu... tu vois, bon, moi j'avais connu Frédéric Mal, chez, oui, les chez débuts. Roure, tout ça, oui. tu vois. En fait, c'est moi qui l'avais transféré, je crois, en Angleterre, où ça s'est mal passé, ce qui était une bonne chose, parce que comme ça, il a créé après son propre truc. Et Fabrice Penaud de Le Labo, c'était mon assistant. C'est moi qui l'avais piqué à L'Oréal à l'époque. Donc j'ai vraiment vécu un petit peu la naissance de tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, là aussi, tout d'un coup, il y a trop de niches maintenant. Oui, voilà. Hein, il y a la même réaction que voilà. sur le donc, marché quelque de part, luxe. je pense qu'on va aller, que ce soit par niche, par combining, on va aller vers cette fameuse customization, tu vois, dont on parle depuis toujours. Tout à fait. Quelque part, on va y arriver maintenant. Et puis, par contre, au niveau plus de mastige ou masse, je pense que le monde digital va devenir une espèce de grand marché comme ça, où tu peux acheter discount de tout genre de... Donc, il y aura un petit peu ces deux mondes. Donc, mais c'est clair que la niche, quand même, surtout pour les parfumeurs, alors commercialement, ce n'est pas très intéressant pour les sociétés, mais ça leur permet quand même d'être encore créatifs, et puis après, il peut y avoir un trickle-down, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a quand même une globalisation du parfum, avec encore des ouvertures, tu vois, en Asie, dans certains pays. Oui, ou alors là, il y a aussi encore autre chose. C'est une autre vision du parfum. Oui. Mais tu as quand même des marchés comme le marché américain. C'est vrai qu'il est très grand, mais c'est vrai qu'ils ont encore beaucoup à apprendre en même temps. Tu veux, c'est pas... Moi, je vois des fois des amis, alors plutôt de ma génération, mais dans le New Jersey, les vrais gens du New Jersey, tu vois, qui ne vont pas à New York tout le temps comme nous. Je leur demande qu'est-ce que vous portez comme parfum. Des fois, ils me disent rien. Mais j'ai eu des dîners avec 4 couples. Il n'y en avait pas un qui portait un parfum. Alors, je suis arrivé tout de suite, je les ai sprayés tous. Et alors, quelle a été la réaction? Non, mais ils aiment. Mais ils n'ont pas été éduqués. Donc, c'est comme quand
tu vois, les gens qui ont peur de manger quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tu vois. D'accord, donc là, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Parce que tu as aussi le cas de gens qui veulent absolument pas en entendre parler. Aussi, des contre-réactions. Oui. Mais là, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Voilà, là c'est plutôt que... C'est parce que c'est quelque chose d'exceptionnel et puis ils ne sont pas encore vraiment à l'aise avec ça. Oui, il y avait une peur d'aller... Par contre, dans les produits de tous les jours, les crèmes et les machins, là, c'est des dosages, souvent des parfums très forts. Tout à fait. Là, ça les gêne moins. Tu vois. Alors, faisons une dernière halte dans ton jardin secret. Est-ce que le parfum a une influence sur ton moral? Oui, sûrement. Sûrement. Alors, comme je sens tous les jours du matin au soir, même aujourd'hui. Donc, moi, je ne m'occupe pas beaucoup de projets de parfum. Là, c'était assez exceptionnel, cette histoire de collage et tout ça. Mais évidemment, je mets des parfums tout le temps. Et moi, je ne suis pas... j'ai beaucoup de chance. J'ai une nature plutôt optimiste. Donc, ce n'est pas que j'ai souvent des coups de cafard et que j'ai besoin de compenser ça. Mais c'est vrai que j'ai des parfums qui me disent quelque chose. Donc, tu vois, là, par exemple, dans ces collages, évidemment, je les ai tous vécus. Tu vois, ça a été fait sans se presser, sans limite de prix, tu vois, dans des conditions vraiment merveilleuses. Voilà. Donc, dépendant d'un jour ou l'autre, je mets un ou un autre. Voilà. Et alors, dans ton jardin, tu as beaucoup de fleurs, tu as beaucoup d'odeurs? Oui. J'ai beaucoup de tout ça. Je pense que peut-être... Donc, j'aime beaucoup l'odeur des fougères quand tu les coupes, tu vois, comme ça, quand tu les arraches en fin d'année ou des choses comme ça. J'aime beaucoup la fleur de tabac l'été. Oui, c'est merveilleux, ça. Qui sont très bons le soir. C'est une fleur blanche, on a pas mal... je me souviens bien. Pardon? C'est une fleur blanche, la fleur de tabac. Oui, une fleur blanche. Et de nouveau, comme on a ce climat tropical, c'est incroyable, parce que celles-là, elles reviennent en plus. Même si l'hiver, il fait -20, avec ces feuilles merveilleuses, tu as envie de rouler, de te faire ton cigare. Oui, donc dans un jardin, on a beaucoup de choses. On a des roses, on a beaucoup, il y a un équilibre autant de plantes que de fleurs. Oui. On a une forêt même. Forêt de quoi? C'est un jardin pas mal. C'est des arbres. J'ai un petit peu de bambou. Oui. Toujours le problème avec le bambou, c'est que ça part dans tous les sens. Alors après, les voisins, ils font la gueule. Mais on a aussi des arbres américains, surtout les dogwood. Je ne sais pas comment. C'est des fleurs blanches au printemps. C'est très délicat. C'est presque japonais, quoi. C'est fantastique. Ouais. Quel est ton truc anti-stress? Mon truc anti-stress, tout d'abord, je ne me stresse pas trop facilement, mais l'endroit où je me repose le plus, c'est l'avion. Moi, j'entre dans un avion, je ne parle à personne, je ne travaille jamais. Oui. Et, tu te mets dans ta bulle et tu te reposes. Je me repose mentalement, etc. Pour moi, l'avion, c'est fantastique. Alors, comme je voyage sans arrêt, c'est parfait. Donc après, tu n'as pas le temps de t'énerver. Ton geste écolo? Je pense que c'est vraiment lié au jardinage. Parce que le jardinage, tu vois, nous, on a acheté cette maison il y a très longtemps, dans le New Jersey. Et puis, on vivait à Paris, donc on s'était devenu une espèce de maison de vacances. Et puis là, on y habite tout le temps. Et ce jardin, il n'y avait rien. Il y avait une espèce de forêt au bout et rien. Donc tu as tout refait. Oui, et puis tous les voisins, si tu veux, quand ils devaient jeter quelque chose, ils le jetaient au fond, parce qu'ils ne savaient même pas qu'il était à nous, quoi. Tu vois, c'était tout ouvert à l'américaine. Et donc, quand on a commencé à le fermer, à le faire et tout... Et à redessiner. Et voilà. Et encore maintenant, après 30 ans et tout, des fois, il pleut, il y a du plastique qui ressort, et tu te rends vraiment compte que ça disparaît jamais, quoi, tu vois. Et puis un jardin, tu vis vraiment, surtout nous, on a les 4 saisons, tu vois, donc tu vis tout ça. Et donc, quelque part, c'est là où je vis, voilà, un petit peu tout le drame qu'on a aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance de travailler avec ce groupe qui a vraiment parce que même Aesop, hein, si tu veux, ils sont pas
né avec comme ça le concept de l'environnement, mais comme ils sont très minimalistes et frugal, tu vois, quelque part dans leur approche, au fait, ils le sont tout à fait, tu vois. Et donc, on a 3 marques qui de façon très différente, sont vraiment totalement intégrées dans ce mouvement, mais qu'ils ont anticipé, quoi. Oui, absolument. Oui, ils ont tous les 3, en fait, été avant l'heure. Exactement. Ils ont été très précurseurs. Ouais. Alors, comment est-ce que tu te ressources en dehors de ton jardin? J'imagine que ça doit être un lieu de ressources. Oui, non, c'est clair. Le jardin, moi, je me ressource aussi parce que j'ai cette curiosité constante et pour l'instant, touching wood comme ça, j'ai une vie très active et donc je fais des découvertes, des rencontres, tu vois, de personnes et tout ça. Et donc même professionnellement, tu vois, avec ESOP, du coup j'étais très souvent en Australie, j'étais dans le board d'ESOP pendant quelques années. Maintenant avec le Body Shop, tu vois, je découvre des choses aux Indes ou autres qu'ils ont fait, c'est vraiment assez extraordinaire. Ah ben, je crois que la curiosité, donc, quand on est curieux, c'est sans cesse. On a toujours quelque chose à regarder, à voir. Et puis cette école, tu vois, je me suis rendu compte que j'aimais donner des cours, que j'aimais partager, que j'aimais des choses comme ça. Et donc même si on l'a fermé, grâce à Facebook, etc., je suis en contact. Tu vois, là, j'arrive de Londres samedi, j'ai déjeuné avec deux ex-étudiants, voilà, un qui est le parfumeur de Floris maintenant, tu vois, en plus, tu vois, qui est entré dans mon domaine quelque part. Et donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qui t'anime. Est-ce que tu te considères plus intellectuel ou plus sportif, ou les deux? Non, je ne suis pas un intellectuel. Voilà. Mon épouse, mes enfants, ils sont en plus, tu vois, ma fille est professeure de philo, donc bon. Sportif, je jouais beaucoup au tennis, mais maintenant, je fais un peu de gymnastique, tu vois, mais... non, mais j'aime la nature. Ouais. Donc tu aimes marcher, j'aime dehors, j'aime dans le jardin, je faisais beaucoup de ski quand j'étais plus jeune, etc. Donc c'est plutôt ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc place à la note découverte. Donc je t'avais demandé de venir avec une recette ou un cocktail pour que tu nous l'expliques. Et voilà. Alors moi je cuisine beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner. Tu es plus sucré ou salé? Non, salé. Et donc, à cause de mon origine italienne, je fais beaucoup de plats italiens. Et donc, quand j'ai réfléchi à ça, donc j'aime beaucoup faire le risotto, parce que quand on est entre amis, c'est quelque chose d'assez facile. Et je fais un risotto un petit peu... J'en fais plusieurs, quoi. Mais, celui que tu aimes? Voilà. Celui qui est, peut-être, qui surprend un petit peu... C'est un risotto aux poires et à la scamorza. La scamorza, c'est la mozzarella fumée. D'accord. Donc, alors, il faut pouvoir mesurer un petit peu parce qu'il faut que la poire soit pas trop mûre parce que sinon ça devient trop présent et trop sirupeux. Tu vois, un peu, voilà, trop sirupeux. Donc, il faut une poire mais qui ait quand même du parfum. Et puis, la mozzarella fumée te donne justement ce côté un petit peu fumé comme ça. Et donc, c'est un mélange assez intéressant de 2 points de vue, goût et parfum. Quoi, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit truc. Parfait. Mais voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Alors. Merci Roger pour cette passionnante conversation, si riche sur ton parcours dans le monde du parfum. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou sur SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant le prochain épisode, mardi prochain, sentez-vous bien!